travail sous la pression des changements climatiques. Merci pour votre participation et pour votre temps. N'hésitez pas à interagir avec nos panélistes tout au long du webinaire. Comme vous le savez, beaucoup de manifestations, comme la Convention cadre des Nations Unies, aussi appelée la COP26, a été reportée d'un an. Elle se tiendra à Glasgow, en Écosse, en novembre 2021. Mais la mobilisation pour la sauvegarde de l'environnement et la protection de nos écosystèmes, elle, n'attend pas. C'est pour cette raison qu'on a eu l'idée, en collaboration avec le collectif de la société civile québécoise, de maintenir la lutte bien vivante en organisant un ensemble de séries de 4 webinaires que nous avons nommés En route vers la COP26. Nous avons commencé par le thème des femmes comme actrices dans la lutte contre les changements climatiques au mois de septembre. Au mois d'octobre, nous avons ensuite abordé les changements climatiques sous l'angle de la coopération internationale. Ces webinaires sont disponibles en tout temps pour réécoute sur la page Facebook de Logique. Aujourd'hui, nous allons laisser nos panélistes échanger sur le thème du monde du travail sous la pression des changements climatiques. Les changements climatiques ont des impacts sur tous les aspects de la vie sur Terre et sur nos modes de vie, incluant aussi le monde du travail. Tous les emplois ne sont pas soumis aux mêmes conditions de travail, certains secteurs étant beaucoup plus à risque de subir les conséquences du réchauffement planétaire. Les changements que nous vivons actuellement sont aussi une opportunité pour transformer le monde du travail vers des modes d'organisation plus inclusifs et résilients. Mais je laisserai nos panélistes experts vous en apprendre davantage sur le sujet. Nous clôturerons notre série de webinaires le 15 décembre en adressant le sujet des peuples autochtones face aux défis des changements climatiques. Pour en finir, un petit mot sur Logique, l'organisation pour laquelle je travaille, en tant que chargée de projet au programme Engagement citoyen et à l'initiative jeunesse de lutte au changement climatique. Nous sommes une organisation paragouvernementale québécoise dont la mission est de favoriser le développement professionnel et personnel des jeunes adultes en leur permettant de réaliser un projet à l'international. Ce webinaire est organisé dans le cadre de l'initiative jeunesse de lutte au changement climatique, soutenue financièrement par le Fonds vert du Québec pour appuyer des projets chez les jeunes de 18 à 35 ans du Québec ou des pays visés soient principalement les pays francophones les plus vulnérables au changement climatique, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord ou dans les Antilles. Je passe enfin la parole à Katrina Milani des YMCA du Québec au nom du collectif de la société civile du Québec à la COP26. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin pour ce 3e webinaire de notre série En route vers la COP26. Donc, je me présente, je m'appelle Caterina Milani, comme Caroline vous l'a dit. Je suis la coordonnatrice des initiatives internationales pour les YMCA du Québec. Les YMCA du Québec, c'est une organisation communautaire qui fait partie d'un mouvement jeunesse à l'échelle internationale et qui vise l'autonomisation des jeunes et de leur communauté. Et qui dit jeunes dit présent et futur, et qui pense présent et futur pense lutte au changement climatique. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est un des partenaires fondateurs du collectif de la société civile à la COP26. Et qu'est-ce que le collectif de la société civile à la COP26? C'est un projet, c'est une initiative en fait que les YMCA du Québec ont mis sur pied avec plusieurs partenaires, dont la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, SUCO, Oxfam, le Comité de solidarité de Trois-Rivières et la COSI. Le collectif pour les intimes, c'est un projet qui a une durée d'1 an qui vise à mobiliser et renforcer les capacités de 50 à 100 personnes qui sont issues de différents milieux, de différents secteurs de la société civile et de façon intergénérationnelle. Donc, le projet est divisé en 3 volets. La première partie consiste en des ateliers de formation, des laboratoires de renforcement de capacité et de plaidoyer pré-départ, et une participation active, bien évidemment, à la COP26 et aux événements
de la société civile entourant la COP26. Le troisième volet, c'est le volet du retour, c'est-à-dire une fois qu'on a renforcé nos capacités, qu'on s'est formé en termes de plaidoyer, qu'on a réseauté et qu'on a fait avancer le plus possible les dossiers durant l'événement, en l'occurrence à la COP26. Le retour est très important, le retour qui est l'implication et la poursuite du travail de mobilisation dans nos communautés au retour. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à participer au collectif de la société civile québécoise, il faut avoir 18 ans et plus et être motivé par les questions de lutte au changement climatique parce qu'on considère que toutes les personnes intéressées sont les bonnes personnes. Et il y a notre collègue Denis qui a déjà mis, merci Denis, dans le chat, le lien pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations. Il y a aussi un bulletin qu'on envoie tous les mois. Donc, les gens qui souhaitent le recevoir, vous n'avez qu'à remplir le petit onglet liste de diffusion et vous serez automatiquement inscrit au bulletin, qui est un bulletin mensuel qui explique un peu les prochains webinaires, ce que fait le collectif, les séances d'information qui vont être à venir. Et on a aussi un groupe Facebook où on publie de l'information. Alors voilà, on vous souhaite la bienvenue dans le collectif pour ceux qui le souhaitent. Et je passe maintenant la parole à Myriam Zaidi, qui est conseillère syndicale à la FTQ et à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, qui est un vaillant partenaire du collectif. Mais avant, j'avais oublié de faire une petite pause pour vous expliquer le déroulement de la session. Excuse-moi, Myriam, je prends encore une petite minute. Pour ceux qui souhaitent poser des questions, il va falloir aller dans la boîte questions et réponses. Et à ce moment-là, on pourra soumettre vos questions à l'animatrice. Et voilà, pour ceux qui ont des questions qui suivent sur le fil Facebook, vous pourrez poser vos questions dans le fil de discussion et ça va être compilé et relayé dans le Zoom. Donc, merci à tous et bonne présentation. Merci Myriam, je te passe la parole. Merci Caterina. Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette importante discussion qu'on va avoir et encore plus heureuse d'être accompagnée de nos formidables panélistes que je vais vous présenter. Je vais commencer avec Soumaya Zadem. Donc, Soumaya, elle est tunisienne et biologiste travaillant dans les domaines de l'environnement, des changements climatiques, de la sécurité alimentaire, du développement durable et de la réduction des risques de catastrophes. Actuellement, elle est membre du bureau responsable des affaires étrangères du Conseil arabo-africain pour le développement durable basé en Tunisie et elle est représentante régionale de l'Afrique du Nord du Conseil consultatif de la jeunesse africaine sur la réduction des risques des catastrophes auprès de la Commission de l'Union africaine. Donc, bonjour Soumaya et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Ensuite, nous avons Charles-Antoine Gosselin qui détient une maîtrise en sciences économiques, orientation politique publique de l'Université de Montréal. Chez Ouranos, il travaille chez Ouranos depuis mai 2017 et ses travaux se concentrent sur la quantification des impacts des changements climatiques au Québec. Membre de l'Observatoire jeunesse d'Oxfam Québec, il est aussi chargé de cours au HEC à Montréal. Donc, bonjour Charles-Antoine. Bonjour. Et enfin, nous avons aussi Moustapha Kamal Gueye, qui est coordonnateur au programme Emploi vert pour l'Organisation internationale du travail, l'OIT, à Genève. Il travaille à promouvoir des effets positifs sur l'emploi des politiques sur les changements climatiques, l'économie verte et le développement durable. Il a déjà servi en tant que chef de l'unité des services consultatifs sur l'économie verte au programme des Nations unies pour l'environnement et il a déjà été directeur du programme environnement au Centre international pour le commerce et le développement durable à Genève. Il a travaillé et étudié la question des changements climatiques dans plusieurs endroits du monde. Donc, Moustapha, je te souhaite la bienvenue avec nous aujourd'hui. Merci Myriam. Et donc, pour débuter la discussion avec nos panélistes aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment on va animer cette discussion-là. Donc, tout d'abord, je vais avoir des échanges avec les panélistes sur différentes questions entourant notre thématique d'aujourd'hui, donc du monde du travail qui est sous la pression des changements climatiques. Et cet échange va durer jusqu'à environ 12h30 aujourd'hui. Et ensuite, on va prendre les questions des participants et des participantes que vous aurez soumis soit dans les questions et réponses, la fonction sur Zoom ou sur le Facebook Live.
Il se peut aussi que je puisse pas passer à travers toutes les questions, donc je m'excuse d'avance si on manque de temps à ce niveau-là. Et pour débuter, je vais donner 5 minutes à chacun de nos panélistes pour qu'ils parlent de leur perspective selon leur propre expertise et leurs expériences sur la première question qui est la suivante. En quoi les changements climatiques transforment-ils le monde du travail? Donc, je vais commencer avec Charles-Antoine Gosselin. Merci beaucoup, Myriam. Euh, Comment les changements climatiques vont impacter le milieu du travail? Comment ils vont avoir une influence? Donc, moi, pour creuser cette réflexion-là, je suis vraiment allé, j'ai pris la question comme telle. Puis, si on commence, par exemple, sur le côté des changements climatiques, les changements climatiques sont définis un peu comme une variation statistique de tendances là, climatiques là, qui peuvent être décelées à l'aide de tests statistiques. Donc, c'est très difficile à concevoir à percevoir pour un humain, par exemple. On ne peut pas considérer qu'il y a un changement climatique en regardant la météo qui change à chaque jour comme celui-ci. Donc, c'est un mouvement. L'impact va être graduel, puis va être peut-être silencieux dans un certain point si on le considère là, du point de vue de l'adaptation. Mais il y a quand même des signes, par exemple, autour de nous qui peuvent nous indiquer que le climat se transforme. Donc, si on regarde maintenant aussi du côté du travail, donc là, moi, je suis économiste de formation et le travail, généralement, les économistes, on va le traiter comme un facteur de production, là, comme le capital, et puis qui va être un peu composé de différents éléments. Il va être caractérisé, par exemple, par le capital social, par l'éducation, le milieu dans lequel on le pratique. Mais au sens un peu plus large aussi, le travail, on s'en intéresse de façon formelle, mais il y a aussi un travail informel, il y a un travail qui est visible, il y a un travail qui est invisible aussi. Donc, c'est un peu la négative de ce qu'on va considérer. Le changement climatique va avoir un impact un peu sur tous ces aspects-là, mais généralement, les économistes vont s'intéresser beaucoup plus au point de vue formel là, des changements climatiques. Donc, comment est-ce que ces changements-là vont influencer le milieu du travail? Bien, moi, je l'ai vu du côté un peu de l'adaptation. Donc, le climat va avoir un impact sur vos conditions dans lesquelles on vit, dans lesquelles on travaille. Donc, par exemple, pour le Québec, on peut s'attendre à une augmentation des températures moyennes dans un climat futur. Il y a un peu d'incertitude au niveau des précipitations, du type de précipitation, mais en général, on pense qu'il va y avoir moins de neige dans le futur. Alors, on peut penser que ça va avoir un impact sur les gens qui travaillent, par exemple, dans le déneigement, des trucs comme ça. Mais on peut aussi aborder la question du point de vue de la mitigation, où là, c'est vraiment tout le phénomène social, toute la réponse que la société va donner, par exemple, au phénomène des changements climatiques, là, à travers des mécanismes légaux ou des mécanismes gouvernementaux. On va, par exemple, décider d'investir pour favoriser différents secteurs d'activité économique qui sont peut-être un peu plus respectueux de l'environnement, qui vont émettre moins de GES. Et tous ces investissements-là, tous ces efforts-là sont une réponse au changement climatique, mais qui vont aussi transformer de manière quand même claire le marché du travail. Là. Donc là, par exemple, il y a eu le plan d'électrification, pas le plan d'électrification, mais le plan environnemental qui est sorti la semaine dernière. Et on avait énormément d'investissements qui étaient consacrés, par exemple, au secteur des transports, au développement de la filière électrique. Donc, on peut s'attendre à ce que dans le futur, par exemple, notre réponse au changement climatique au Québec s'oriente un peu plus vers l'électrification. Donc, on va utiliser un peu plus ce facteur de production-là dans notre travail. On va déplacer peut-être des gens de certains secteurs d'activité qui vont travailler vers des milieux un peu plus électriques, des milieux peut-être un peu plus miniers, parce qu'on sait qu'on veut développer cette filière-là. Alors, pour moi, c'était vraiment euh, c'est comme ça que je conçois l'impact des changements climatiques sur le travail. C'est vraiment au niveau de la réponse humaine, mais aussi l'impact du climat qu'ils vont avoir sur le marché du travail. Puis, il faut aussi remettre en perspective que, rapidement, je vais conclure avec ça, mais il y a quand même une certaine part d'incertitude associée à tous ces changements-là, parce que l'impact des changements climatiques, comment on le fait, c'est qu'on fait des modélisations climatiques, qu'on regarde les relations historiques qui arrivaient avec différents indicateurs. Et après ça, on va le projeter en insérant des forçages radiatifs dans des modèles. Bien, donc, on a une variété de scénarios possibles pour le futur. Et là, ensuite, il faut modéliser aussi les impacts sur l'économie, sur des facteurs qui sont un peu plus humains. Donc, à chaque étape de modélisation qu'on va faire pour un climat futur, pour un horizon de plus en plus éloigné, l'impact sur le travail devient de plus en plus incertain dans un futur, à chaque fois que le futur s'éloigne. Donc, il y a quand même une certaine part d'incertitude, mais on peut quand même discuter de certains scénarios, de certaines trajectoires qui semblent probables.
Merci, Charles-Antoine. Je vais ensuite passer à Soumaya pour la première question. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour les organisateurs de m'avoir accordé cette opportunité. Pour ajouter, j'ai fait beaucoup de volontariat aussi dans le domaine de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, notamment au Togo, Turquie, Tunisie, bien évidemment. J'ai participé à pas mal de rencontres et des événements nationaux tels que la COP 25 à Madrid. Alors, notre rencontre aujourd'hui discute combien les effets des changements climatiques affectent notre quotidien, notre monde du travail. Dans bien des cas, le changement climatique a pour effet de fragiliser davantage les emplois dans les secteurs de travail informels et prédominants et d'accentuer encore les déficits de travail décent. D'après les projections les plus prudentes, il semble que si les températures continuent d'augmenter au rythme actuel, les heures de travail perdues en raison du stress thermique, par exemple, elles représenteront 2,2% du nombre total d'heures de travail en 2030, soit une perte de productivité équivalente à 80 millions d'emplois à plein temps. Le stress thermique n'est pas le seul risque. Alors d'ici à 2060, l'exposition à la pollution atmosphérique, notamment aux particules fines produites par la combustion de combustibles fossiles, pourrait multiplier par 5 le nombre de décès prématurés, ce qui en ferait la cause d'un tiers du nombre local de décès dans le monde. En outre, le nombre quotidien de travailleurs manquant le travail pour cause de maladie augmentera de 6 millions. Alors, selon l'Organisation internationale du travail, 1,2 milliard d'emplois, soit 40% de la main-d'œuvre mondiale, sont menacés de la dégradation de l'environnement. Ça veut dire cette dégradation menace surtout les emplois du secteur comme l'agriculture, la foresterie, la pêche, le tourisme, aussi l'énergie, les assurances, secteur financier, santé, infrastructure. Ces risques sont particulièrement importants pour les travailleurs les plus vulnérables, tels que les travailleurs des pays à faible revenu, des petits États insulaires en développement, les travailleurs ruraux, les personnes en situation de pauvreté, les peuples indigènes et tribaux et d'autres groupes défavorisés. À l'horizon 2030, il y a 100 000 emplois qui sont menacés, surtout dans les secteurs de production d'énergie fossile, gaz, pétrole, charbon, qui sont très intensifs en capital. Dans les centrales, il y a une perte de 60 000 d'emplois, mais ce secteur peut gagner de l'emploi en remplaçant par d'autres moyens de production comme les énergies renouvelables. Le changement climatique a déjà un grand impact, surtout au sud de la Méditerranée. Cela s'explique par leur position géographique et par leur dépendance à des secteurs sensibles au climat comme l'agriculture et le tourisme. Je prends l'exemple ici comme la Tunisie qui dépend de deux secteurs surtout, l'agriculture et le tourisme, qui aggravent les problèmes de la pauvreté et la migration. Les pays africains qui sont pourtant les moins responsables des émissions mondiales de CO2 seront vraisemblablement parmi les plus concernés. Selon les estimations d'ici à 2030, le coût combiné du changement climatique et de la pollution atmosphérique atteindra 3,2% du produit intérieur brut mondial. Les pays les moins avancés du monde, dont la plupart sont en Afrique, risquant de payer un lourd tribut, avec des pertes pouvant représenter jusqu'à 11% de leur PIB. Au cours des prochaines décennies, on s'attend à ce que le changement climatique induise davantage de catastrophes, de pertes de moyens d'existence et de troubles sociaux. Quant à la région méditerranéenne, elle connaît une forte pression démographique avec un impact évident sur sa consommation énergétique. D'ici 2030 aussi, la demande en énergie pourrait augmenter de 40% à 42 millions de bâtiments nouveaux pourraient être construits. Par ailleurs, la consommation énergétique de la région demeure principalement basée sur les énergies fossiles
en moyenne de 90% en 2013. Le scénario sur la transition énergétique en Méditerranée à l'horizon de 2040, comparé à un scénario des conservateurs, indique qu'une réduction de 30% de la demande d'énergie primaire pourrait être réalisée, soit 22% le nord de Méditerranée, 34% pour le sud. En Tunisie, on trouve que la place de l'agriculture dans l'économie tunisienne est importante, car elle emploie 17% de la main-d'œuvre et participe donc à l'équilibre de la balance commerciale à travers les exportations. Globalement, les conséquences des changements climatiques s'avèrent économiquement négatives pour les populations les plus vulnérables, comme je viens d'indiquer, notamment les femmes, dont 32,3% vivent en zone rurale et qui constituent plus de 70% des emplois actifs dans le domaine agricole et des forêts. La pauvreté risque ainsi de s'intensifier et de s'élargir à la tranche des petits agriculteurs et dans les activités agricoles déjà économiquement peu rentables, risquent de disparaître sur l'effet du changement climatique. Le secteur du tourisme aussi joue un rôle majeur de l'économie tunisienne puisque contribue à l'emploi direct d'environ 95 000 personnes. L'augmentation des températures ainsi que la diminution de précipitations dues au changement climatique devrait avoir un impact significatif sur l'attractivité des destinations touristiques. Alors, il faut deux solutions indéniables. Il faut le dialogue social qui va être au cœur du processus et au-delà de la réglementation des émissions de gaz à effet de serre. Et le gouvernement devra aussi jouer le rôle essentiel de promouvoir des politiques industrielles et sociales qui permettront la création d'emplois productifs et décents. Merci, Soumaya. Bon. Maintenant, Mustapha, donc, en quoi les changements climatiques transforment-ils le monde du travail, selon ta perspective? Merci Myriam et bonjour à tout le monde. Alors, moi je pense que Charles-Antoine avait commencé par aborder la question en parlant d'une part de l'impact du changement climatique comme un phénomène physique. Donc, c'est un phénomène physique qui se matérialise par la montée des eaux et son impact tel que l'érosion côtière, laquelle érosion côtière impacte des secteurs économiques comme le tourisme et comme Soumaya l'a si bien dit. Je sais par exemple que pour ceux qui connaissent le Sénégal, qui est mon pays d'origine, et qui ont été dans la zone touristique, la zone balnéaire de Saly Portudal, qui est la première zone balnéaire, 30% des hôtels ont fermé à cause de l'érosion côtière. Donc, il y a ces phénomènes physiques qui vont impacter aussi bien les entreprises et les travailleurs et aussi les communautés qui dépendent de ces secteurs économiques. Et la question du stress thermique que Soumaya a bien mentionné. Mais il y a aussi d'autre part l'impact des politiques de réponse au problème du changement climatique. Donc, ces mesures de réponse également, si elles ne sont pas pensées de manière harmonieuse, c'est-à-dire en mettant ensemble des politiques environnementales d'une part, mais aussi des mesures sociales pour s'assurer de ce qu'on appelle une transition juste, il y aura des impacts sur le monde du travail. Donc, on a essayé de faire un travail pour comprendre la nature de ces différents impacts et leur ampleur. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y aura divers types de changements sur les marchés du travail. Il y aura, dans une certaine mesure, une création de nouveaux emplois, et ça, c'est quelque chose qui est positif. On a mesuré au BIT qu'il y a un potentiel avec une économie faible en carbone, efficiente dans l'utilisation des ressources, de générer jusqu'à 100 millions de nouveaux emplois. Mais en même temps, il y a un risque de perte de l'équivalent de 80 millions d'emplois à travers le monde. Donc, il y a ces deux dimensions, création de nouveaux emplois, perte de nouveaux emplois, enfin perte de certains emplois dans des secteurs spécifiques, mais il y a également ce phénomène d'impact qui est assez important, qui est le changement dans la façon dont le travail sera mené.
il faudra beaucoup plus de résilience, il faut se protéger des phénomènes comme le stress thermique et ça implique une nouvelle façon de penser la santé et la sécurité au travail, donc en prenant en compte la dimension climatique. Et il y a également l'impact sur les communautés. Donc souvent, les partenaires sociaux focalisent le débat des impacts. On parle qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur les entreprises d'une part, sur les travailleurs d'autre part, mais il y a des communautés. Vous prenez la zone touristique du Sénégal, c'est toute une communauté à Mbour, par exemple, qui dépend de l'économie du tourisme. Donc, il faut aussi pouvoir prendre en compte ces impacts sur les populations et les communautés. Il y a un secteur qui mérite beaucoup d'attention et c'est aussi important dans beaucoup de pays en développement, et c'est le secteur de la pêche. Il y a beaucoup de perturbations à cause de la montée des eaux, des navires de pêche qui sont fracassés avec voilà, des incidents violents dans la mer, le changement de la température qui fait aussi que les stocks de poissons naviguent de manière différente dans l'océan. Et tout cela perturbe un secteur qui est important dans beaucoup de pays et c'est celui de la pêche. Donc, je vais juste conclure en disant qu'il est important dans notre réflexion de garder en vue la dimension des impacts physiques, mais aussi les impacts qui vont être causés par les mesures de réponse. Merci, Mustapha. Donc, ce que j'entends de vos interventions, c'est que les changements climatiques vont avoir des impacts sur le monde du travail, mais des impacts à géométrie variable. Hein. Donc, premièrement, quand on parle du monde du travail, bien, qui est-ce que ça comporte, le monde du travail? Donc, est-ce qu'on inclut aussi le travail informel, le travail invisible, parce que ces personnes-là sont impactées par les changements climatiques, mais aussi il y a des impacts différenciés selon les industries et selon les pays, donc les pays du Sud qui pourraient être davantage impactés par les changements climatiques. Donc, vous avez quand même énuméré plusieurs enjeux actuels sur la question. Là, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est dans le cadre de votre travail qui a lieu dans divers milieux, c'est quoi les nouvelles pratiques qui sont mises en œuvre et qui démontrent beaucoup de potentiel, selon vous? Donc, je vais commencer avec Soumaya pour cette question. Le micro, Soumaya. Oui. Je m'excuse. D'accord. Alors, pour votre question, les nouvelles pratiques, bien évidemment, les études et les recherches actuelles montrent qu'une transition mondiale vers une économie durable à faible émission de carbone suppose les 4 grands changements suivants, qui sont des nouveaux emplois qui seront créés, certains autres emplois seront remplacés par d'autres, certains emplois disparaîtront et quatrièmement, de nombreux emplois évolueront. Il y a donc aussi des effets à anticiper, l'évaluation du coût économique du changement climatique et de la planification pour une adaptation rapide au changement climatique est plus que nécessaire. Donc, la prise en compte de l'environnement dans les décisions économiques et politiques doit, dans ce contexte, constituer une priorité pour l'avenir des pays tels que la Méditerranée, par exemple. D'abord, il faut noter que la transition de mauvaises sources d'énergie vers les énergies renouvelables prend du temps. De nombreux emplois vont également se créer dans le domaine des énergies renouvelables, dans le développement d'infrastructures plus écologiques. Cet état, de fait, souligne la nécessité pour la communauté internationale de libérer des ressources afin de soutenir des alternatives viables, notamment par le biais de programmes d'adaptation, par exemple. Alors, c'est dans ce contexte qu'on a besoin d'une transition vers une économie verte, ou ce qu'on appelle aussi la transition juste, qui doit inclure toutes les parties prenantes, que les inévitables coûts de cette transition pour l'emploi et pour nos sociétés devraient être partagés par tous.
Il est nécessaire aussi de veiller à ce que les pénuries de compétences ne constituent pas un obstacle susceptible d'empêcher à la création ou l'évolution de nouveaux emplois. Nous avons besoin aussi d'une politique de formation qui se base sur 3 éléments, qui sont l'identification de besoins récents et futurs, des compétences, la mise en place de programmes de formation de nouveaux métiers, de nouvelles occupations qui répondent au manque et contrôler la qualité de formation. En Tunisie, par exemple, pour assurer la transition vers une économie verte, le secteur bancaire devrait s'engager à assumer ses responsabilités environnementales et veiller à réduire ses impacts environnementaux directs. Par ailleurs, l'un des principaux défis à relever par ce secteur est de renforcer les efforts des banques dans la création des produits bancaires pour les entreprises se tenant des alternatives durables comme les énergies renouvelables, les efficacités énergétiques, la construction durable, etc. Donc, on a besoin aussi du dialogue social, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, de la bonne gouvernance. Ce sont des fondements d'une transition efficace et juste. La réforme fiscale peut aussi appuyer la transition vers une économie verte, tout en facilitant la création d'emplois. Les pays à faible revenu et certains pays à revenus intermédiaires ont besoin d'aider pour développer la collecte de données, d'identifier et adopter les meilleures pratiques, renforcer la mise en œuvre et financer à la fois les stratégies d'atténuation et d'adaptation. Afin de parvenir à une transition équitable vers une économie et des sociétés écologiquement durables pour tous. Donc, on voit vraiment l'importance d'une approche intégrée. Hein. Donc, on intègre plusieurs éléments pour justement apporter un changement positif. Mustapha, toi, dans le cadre de ton travail, qu'est-ce que tu vois comme bonnes pratiques qui sont mises en œuvre ou des pratiques qui manquent selon toi? Alors, je pense qu'au niveau des pratiques, il y a l'aspect politique publique. Je pense que ça, c'est déjà important, c'est là où les États doivent intégrer les politiques climatiques avec les politiques sociales et les politiques sur l'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, pendant le sommet sur le changement climatique, il y a près de 50 pays qui se sont engagés à mettre en place des plans de transition justes, donc qui mettraient ensemble l'engagement climatique avec des politiques sociales et d'autre part aussi ce que les entreprises peuvent faire, donc aussi bien entre employeurs et travailleurs, donc pouvoir anticiper les impacts dans les secteurs dans lesquels ces entreprises évoluent, des comités employeurs, travailleurs qui pourront anticiper sur les investissements à faire, comment gérer l'impact potentiel sur la main-d'œuvre, les questions de compétences, de requalification qui vont être nécessaires. Et on voit que certaines entreprises s'engagent dans ce domaine avec les organisations syndicales également. Et il faut aussi avoir une approche qui est inclusive. Et c'est là la dimension du dialogue social que Soumaya a soulevé, que ce soit un dialogue entre gouvernement, organisations de travailleurs, organisations syndicales, mais aussi ce qu'on appelle au BIT le tripartisme plus. Ne pas laisser de côté les communautés parce qu'il y a un enjeu important pour les communautés et il faut que ces communautés puissent faire partie de ces dialogues. Merci, Mustapha. Charles-Antoine? Oui. Effectivement, c'est sûr que c'est important d'intégrer une meilleure connaissance du risque. Alors, c'est important de développer toute la science autour de la connaissance de l'aléa. Et lorsqu'on va faire un nouveau projet de développement, par exemple, je ne sais pas, par exemple, en milieu touristique, on peut penser au Québec ici, comme Mustapha a décrit au départ, la situation des stations balnéaires au Sénégal, on a un peu la même problématique face à l'érosion côtière, par exemple, au Québec ici, où il y a quand même une infrastructure touristique là, qui est développée tout autour des berges du fleuve Saint-Laurent. Alors, ce même type d'infrastructure-là fait face
au même risque. Donc, il faut connaître ce risque-là. Il faut intégrer la prise en compte de cette incertitude-là dans le risque. Alors, cette prise en compte du risque-là doit être intégrée. C'est un constat que je suis allé chercher dans une étude que j'avais lue, mais il faut exiger la prise en compte de ces risques-là lorsqu'on fait le développement d'une nouvelle infrastructure, par exemple, aussi. Puis aussi, l'importance de développer aussi toutes les données qu'il y a autour des milieux de travail qui sont impactés par les changements climatiques. Alors, il y a quand même, on a besoin d'informations un peu plus, par exemple, sur l'état, sur la santé des travailleurs. Il faut être capable d'accéder à ces données-là en tant que chercheur aussi. Et puis, lorsqu'il y a des désastres naturels, par exemple des inondations, on sait qu'il peut avoir un impact sur la santé mentale et physique, par exemple, des gens qui vont être touchés par un aléa côtier. Alors, c'est important aussi, après d'avoir l'infrastructure pour s'occuper de la santé mentale, s'occuper de la santé physique, pour s'assurer que la productivité de ces gens-là qui sont touchés par les changements climatiques ne soit pas compromise par le fait qu'ils passent à travers quelque chose de difficile. Donc, il faut aussi s'assurer d'avoir les mécanismes après et aussi en amont où on investit vraiment en prévention. Merci, Charles-Antoine. J'ai une question à vous poser parce que plusieurs d'entre vous, en fait, vous travaillez au niveau régional ou au niveau international et vous parlez de bonnes pratiques de politique publique. Quel serait l'intérêt, selon vous, d'avoir une approche concertée mondiale pour répondre aux enjeux que vous avez nommés? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y aurait des enjeux ou des défis par rapport à avoir ce genre de dialogue social qui est global? Parce que vous ne voulez pas, la COP26, c'est une instance mondiale. Est-ce que, je pourrais commencer avec Mustapha, est-ce que vous auriez une réponse à cette question? Moi, je pense évidemment que la question du changement climatique ne peut être abordée que dans un cadre multilatéral. Et c'est pour ça que les États et la communauté internationale s'est engagée dans l'accord de Paris, les objectifs de développement durable prennent en charge cette question. Il y a aussi le fait que simplement les émissions de carbone et le phénomène de réchauffement lui-même, il est global. Donc, on ne peut pas résorber un problème global en se limitant à des actions locales sans concertation et sans effort global. Il y a aussi le fait que les mesures de réponse que les États prennent par rapport au changement climatique n'ont pas simplement des impacts au niveau territorial national. Il y a des impacts extraterritoriaux dans d'autres juridictions. Donc, il faut évidemment gérer ces questions parce qu'il y a des enjeux pour la compétitivité internationale des entreprises. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui dépassent le cadre national de chaque pays. Et donc, il est fondamental d'avoir cet échange. Et aussi, un avantage, c'est qu'il y a différentes expériences qui avancent de manière positive à travers le monde dans des cadres de coopération. Les États et les différentes nations peuvent partager ces expériences et s'enrichir mutuellement. Donc, pour moi, il y a beaucoup à gagner à travailler dans des cadres multilatéraux. C'est mon tour de pas activer mon micro. Charles-Antoine? Oui, bien, effectivement, je suis 100% d'accord avec Mustapha. Donc, tout ce multilatéralisme-là peut servir justement à éviter des situations où des acteurs peuvent prendre de l'arbitrage sur des législations qui ne sont pas nécessairement cohérentes dans leur politique. On peut penser, par exemple, à toutes les questions de tarification du carbone. Lorsque certains États décident d'aller un peu plus de l'avant versus d'autres États qui font preuve un peu plus de retard en matière de tarification du carbone, bien, ça finit par ralentir tout le processus au complet d'intégrer ce facteur économique-là dans les coûts d'une entreprise. Et lorsqu'on pénalise une entreprise, ben, on ne la pénalise pas, mais on l'oblige à payer le juste coût du carbone et que son voisin, par exemple, ne le paye pas, alors on désavantage relativement cette entreprise-là ici. Donc, c'est vraiment toute l'importance d'avoir une action concertée à plein d'égards. Je donne l'exemple du marché de la tarification du carbone, mais on pourrait penser à plein d'autres exemples aussi, notamment avec la qualification de la main-d'œuvre des compagnies. Oui, puis aussi dans un contexte de protection d'emploi aussi, parce que ces entreprises-là pourraient aussi
être délocalisés ou suivre des endroits où est-ce qu'ils ont plus d'avantages. Et c'est pas seulement ça, c'est qu'aussi au sein des nations qui vont instaurer ce type de mécanisme-là aussi, par exemple pour le marché du carbone au Québec, on a des mécanismes qui vont permettre un peu de soustraire certains types d'industries lorsqu'ils sont trop exposés au commerce mondial parce qu'on reconnaît qu'effectivement, cet arbitrage-là peut potentiellement faire perdre de la valeur à des entreprises d'ici parce qu'on n'applique pas les mêmes règlements, les mêmes pénalités par rapport au carbone. Alors, ça ralentit un peu tout le monde, justement, cette absence de multilatéralisme. Merci, c'est très intéressant. Soumaya, si tu veux ajouter quelque chose, oui. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Mustapha et Charles. En fait, c'est un travail de groupe, de parties prenantes, de tous les acteurs de la société civile. Donc, il faut pousser les gouvernements de changer leur politique pour assurer, par exemple, assurer de créer cette la sécurité sociale pour les travailleurs, surtout pour les travailleurs vulnérables. Et aussi pour assurer une transition verte et juste pour tout le monde. C'est comme ça qu'on peut protéger tout le monde. Donc, c'est un travail de tout. Hein. Voilà. Oui, puis il y a aussi des parallèles dans certains exemples que vous avez mentionnés, comme le secteur des pêches qui est affecté de manière différente, mais aussi similaire, que ce soit au Sénégal ou au Québec. Pour la prochaine question que j'aimerais vous poser, j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi les obstacles en ce moment que vous entrevoyez pour les changements proposés? Je vais commencer avec Mustapha pour cette question. Alors, moi, je pense qu'un des problèmes, un premier obstacle, c'est la perception que les États ont du problème climatique. Dans la mesure où le problème climatique et sa réponse est perçue en termes de coût de l'action, c'est-à-dire que prendre des mesures va avoir des coûts économiques, sociaux et éventuellement politiques, chaque pays va essayer de minimiser son rôle et sa responsabilité. Mais si on commence à percevoir la réponse au changement climatique comme une façon d'aller vers une transformation structurelle des économies et des sociétés, et avec cette idée, et ce n'est pas en fait simplement une idée, ça a été prouvé par des études, beaucoup d'analyses quantitatives, qu'il y a des gains économiques, sociaux et pour l'emploi dans une action ambitieuse pour le climat, ça va changer la dynamique. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont dans cette perspective, qui voient qu'il y a beaucoup plus de gains économiques, sociaux et pour l'emploi dans une action ambitieuse que le cas contraire. Donc, je pense que cette perception, pour moi, aussi bien pour les pays que pour les entreprises, demeure un des obstacles majeurs. Merci, Mustapha. Je vais y aller avec Soumaya. Donc, quels sont les obstacles que tu perçois? Voilà. Malheureusement, les préoccupations des travailleurs pour plusieurs pays ne figurent pas dans leur formation, en particulier le cas des États insulaires où se trouvent des populations parmi les plus vulnérables aux conséquences de changement climatique. Je prends ici le cas de l'Afrique. Il pourrait cependant s'avérer difficile de persuader des pays africains comme l'Angola ou le Nigeria, eux-mêmes exportateurs de pétrole et de gaz naturel, de limiter l'exploitation des énergies fossiles. Le pétrole représente plus de 90% des exportations et au moins deux tiers de leur budget. Donc, ça sera vraiment un grand défi pour ces pays-là de changer leur méthode. Donc, ces pays craignent que les restrictions imposées aux investissements dans les énergies fossiles ne nuisent gravement à leur économie, même si les défenseurs de l'écologie continuent d'insister sur le fait que l'avenir réside sur les énergies renouvelables dont l'Afrique dispose en abondance, quelle que soit d'origine solaire, éolienne, pluviale ou autre. Donc, voilà. Donc, c'est ça, on voit qu'il y a certaines économies qui sont plus diversifiées que d'autres qui sont plus dépendantes d'une forme d'extraction et que ça serait
elles sont déjà fragilisées, ces économies-là. Donc, Ouais. c'est pas, encore une fois, on voit qu'il y a une géométrie variable pour les impacts. Charles-Antoine? Et effectivement, ben, l'obstacle que je vois est peut-être un peu plus conceptuel, mais c'est peut-être au niveau de la rigidité, par exemple, de tout le marché du travail, là, qui est lié aussi à des capitaux qui ont déjà été investis, à des secteurs industriels qui sont déjà développés. Si, par exemple, l'environnement ne permet plus d'exercer ce type de métier, ce type de pratique, alors ça devient difficile un peu s'il y a déjà des capitaux qui sont déployés. Par exemple, on peut penser à une usine, on peut penser à des complexes touristiques, à des remonts de pente, là, par exemple. Si on se met au Québec, là, les skis, avec si on a un peu moins de neige, on a quand même de l'équipement qu'on doit payer, qu'on doit faire fonctionner pour faire travailler des gens. Alors, cette rigidité-là est complexe, même si on peut penser que la main-d'œuvre, si on la forme, on peut la déplacer de secteur d'activité en secteur d'activité, mais il y a aussi tout le côté social aussi au travail. Par exemple, on pratique souvent des métiers que nos parents ont fait auparavant ou que des gens autour de nous ont pratiqué, puis on trouve ça intéressant. Alors, il y a une certaine cohérence, puis il y a une certaine lignée, par exemple, au métier qu'on va travailler. Alors, c'est pas si facile non plus de faire changer de corps de métier certains types de personnes. Puis c'est pas facile non plus de déplacer certains secteurs d'activité aussi facilement parce qu'on prend des engagements sur la scène internationale. Alors, cette rigidité-là, c'est vraiment dans les détails, puis avec une approche pluridisciplinaire, finalement, qu'on est capable d'aller changer ces leviers-là. Est-ce que tu t'en parles, Charles-Antoine, parce qu'on parle souvent de transition juste et ben, il s'agit simplement de former les personnes sur les nouveaux métiers parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés. Mais jusqu'à présent, ce que j'entends, c'est que beaucoup des personnes qui sont dans ces emplois sont déjà dans des positions vulnérables. Donc, selon vous, est-ce que c'est si simple que ça, juste former des personnes pour qu'ils puissent changer d'emploi, pour qu'ils puissent bénéficier de cette création d'emplois? Soumaya, je vais commencer avec toi. Oui, bien sûr. En fait, il nous faut deux types de formation. Que soit le gouvernement ou les politiques internationales doivent considérer. Ce sont les formations formelles et informelles, bien sûr. Il y a des emplois qui vont changer, il y a des emplois qui vont être créés, donc il faut assurer une formation soit au sein de l'université, soit c'est ce qu'on appelle formel, ou au sein des industries pour préparer ces industries à se changer après et former leurs employeurs. Et afin que ces employeurs gardent leur emploi et soient prêts à cette transition vers. Mustapha, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je peux juste dire que la question des compétences, elle est fondamentale. Hein, donc, parce que d'une part, on a évidemment un potentiel de nouveaux emplois, mais ces emplois ne seront pas créés automatiquement. Il faut former les gens, les qualifications dans les secteurs émergents, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les nouveaux modes de production agricole. On a la question de la gestion du carbone lui-même, hein, comment capturer le carbone dans l'atmosphère. Donc, il y a beaucoup de discussions, mais c'est des métiers qui vont émerger dans le futur. Et d'autre part, on sait qu'il y aura des pertes d'emplois qui seront inévitables. Donc, comment assurer cette reconversion professionnelle des travailleurs? Ce sera important d'avoir les compétences et de pouvoir anticiper. Je vais juste finir en disant que l'année passée, le BIT a publié un rapport mondial sur les compétences pour un avenir durable. C'est un rapport qui est basé sur 32 études de pays et ça nous montre qu'il y a un manque d'anticipation dans beaucoup de cas, un manque de cohérence entre les politiques, l'ambition des politiques pour l'environnement d'une part et le besoin de main-d'œuvre et de qualification professionnelle. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine des compétences pour répondre aux défis climatiques.
Charles-Antoine, aimerais-tu ajouter quelque chose à ce sujet? Non, mais je suis 100% aussi d'accord. Cette question-là des compétences est au centre de cette transition-là du marché du travail. Puis aussi l'intégration inclusive, là, comme Mustapha et Soumaya l'ont soulevé, cette inclusivité-là est surtout importante. Puis elle doit aussi s'étendre à l'extérieur aussi du cercle social, du travailleur même qui est touché par ça ici. Parce que quand on parle de transition d'un marché du travail à un autre, il y a peut-être une famille aussi qui dépend de ce travail-là, dépendamment de quel contexte on travaille. Il y a un revenu, il y a des dépenses qui sont habituées à ce revenu-là aussi qui est habitué. Alors, il faut prendre aussi cette situation-là, pas nécessairement seulement au terme de l'emploi versus un autre emploi, mais aussi d'un milieu social là, qui est construit autour de l'emploi, qu'on doit aussi s'assurer de transformer les compétences puis de transformer ce soutien-là dans cette transition-là. Merci, Charles-Antoine. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous donne de l'espoir en ce moment par rapport à cette question? Parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, des défis. Certaines bonnes pratiques sont déjà mises en place, certains bons coups, mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir en ce qui a trait à ce qui se fait autour du monde du travail et des changements climatiques? Je vais commencer avec Charles-Antoine pour cette question-là. Mais comme je l'ai expliqué un peu au départ, les changements climatiques, c'est un changement qui est graduel, puis on en a parlé un peu, qui est multifactoriel, qui va avoir différentes implications dépendamment du secteur, dépendamment des personnes, dépendamment du contexte. Alors, tu sais, je peux faire une analogie, par exemple, avec la finance, mais quand à chaque fois qu'il y a un changement comme ça, on peut tirer notre épingle du jeu pour profiter de ce changement-là dans certains secteurs, même si globalement, on peut perdre on peut subir des dommages quand même importants. C'est un peu la problématique des changements climatiques. Donc, au total, le coût, on soupçonne qu'il est plus important que les bénéfices qu'on peut en tirer. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de bénéfices à tirer des changements climatiques. Si on pense, par exemple, au Québec, l'augmentation de la température est peut-être une bonne nouvelle au point de vue des types de cultures qu'on peut avoir. On sait qu'il y a peut-être un potentiel viticole, par exemple, qui pourrait apparaître au Québec. Donc, c'est un nouveau secteur d'activité qui est rendu possible avec les changements climatiques. C'est certain qu'il y a énormément de problèmes là, qui viennent avec cette augmentation des températures-là. On peut penser aux espèces exotiques, mais il y a quand même ce genre d'opportunité-là qui survient. Puis un peu plus largement aussi, cette réflexion-là qu'on a collectivement et individuellement sur les changements climatiques, c'est peut-être le moment un peu de réfléchir à c'est quoi notre valeur qu'on accorde au lien entre l'économie et l'environnement aussi. Donc, on a souvent pensé à cette problématique-là comme bon, on utilise les ressources de la Terre qu'on nous donne, alors c'est assez unidirectionnel, mais là, maintenant, on est un peu plus dans un paradigme où il y a un échange qui se fait justement, où on prend de la terre, mais effectivement, notre consommation comme être humain, nos activités vont avoir un impact aussi sur le climat. Alors, je pense que l'opportunité est peut-être un peu plus à réfléchir à comment on opère dans ce système-là en tant qu'être humain. Merci, Charles-Antoine, c'est très intéressant. Soumaya, qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Donc, ce qui me donne l'espoir, c'est le travail. C'est en premier le travail du secteur public et privé, surtout les ONG, les organisations civiles. Donc, voilà, c'est un travail de multipartie de tout le monde. Donc, c'est pas facile de défendre les droits des travailleurs sans qu'on a tous ensemble. Et en plus, il y a des accords qui ont déjà là, que c'est la société civile qui fait tout pour appliquer ces accords sur le champ. Donc, aussi, il y a des pays qui ont déjà commencé à intégrer de nouvelles politiques et intégrer de nouvelles formations pour préparer à la transition. Donc, bien évidemment, ce sont des signes d'espoir qui nous permettent de se lancer, d'avancer. Voilà. Merci, Soumaya. Mustapha? Alors moi, je dirais il y a deux choses qui me donnent de l'espoir. La première, c'est que les acteurs du monde du travail eux-mêmes, les gouvernements, les organisations de travailleurs et d'employeurs, ont pris conscience du fait que la poursuite de l'agenda pour le travail décent
la poursuite de la justice sociale demande un engagement sur l'agenda climat. Donc, sans engagement du monde du travail, il sera difficile de poursuivre et d'atteindre l'objectif de justice sociale et d'un travail décent pour tous. Et donc, ça c'est très important et je peux dire qu'il y a juste quelques semaines, 1 ou 2 semaines, le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail a eu une discussion sur le rôle de l'OIT dans le combat contre le changement climatique. Et c'est une décision très encourageante qu'on a eue du Conseil parce que c'est les ministres de l'Environnement, souvent de l'Énergie, qui négocient les accords climatiques, mais qui va les mettre en œuvre? Ce sont les entreprises, ce sont les travailleurs. Donc, sans le monde du travail, il est difficile d'arriver à des solutions. Donc, cet engagement en lui-même donne beaucoup d'espoir. Et la deuxième raison, c'est la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui, à travers le monde, est très engagée dans l'agenda climat. Nous sommes dans une période où la majorité des personnes qui vivent sur cette terre sont des jeunes. Et ces jeunes filles et garçons sont à l'avant-garde du combat pour le climat. Et donc, je pense que cette transition générationnelle est formidable et ce qui va pousser et c'est ce qui donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des questions de discussion. Donc, je vais vous poser les questions que les participantes, les personnes qui nous écoutent, soit sur Facebook ou ici sur Zoom. Donc, je vous invite à continuer à poser vos questions à tout le monde. Donc, on va commencer avec la première question qui est un peu liée avec ce que tu disais, Mustapha. Les changements climatiques peuvent-ils impacter la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030, selon vous? Qui aimerait débuter pour répondre à cette question? J'en ai parlé un peu dans le cours que je donne à HEC cette session-ci en développement durable, c'est qu'il existe effectivement des synergies et des situations d'arbitrage dans les objectifs de développement durable, des situations possibles finalement de synergie et d'arbitrage. Donc effectivement, dans les objectifs de développement durable, la croissance économique, par exemple, c'est quelque chose qu'on dit que c'est désirable, mais on peut penser à plein de situations où ça peut être conflictuel, par exemple, avec la biodiversité. Alors, il y a une manière de le faire, mais effectivement, il y a des atteintes de l'objectif de développement durable qui peuvent être conflictuelles entre elles. Ceci dit, c'est important justement d'aller viser des mesures d'adaptation et des mesures de mitigation qui sont sans regret, donc qui empêchent, qui limitent finalement ce genre de situation de trade-off-là, où justement tout le monde dans la société est mieux finalement d'aller dans cette direction-là, plutôt que de déplacer le bien-être d'un secteur vers un autre. Merci Charles-Antoine. Un autre intervenant? Mustapha, oui, il faut allumer le micro. Peut-être juste un commentaire. Je pense que il est très clair que le changement climatique met en péril l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, c'est tout à fait clair que sans action ambitieuse sur l'ODD 13, il y aura beaucoup plus de difficultés à atteindre les autres objectifs de lutte contre la pauvreté, de création d'emplois. Donc, disons, c'est au cœur de l'agenda et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'engagement politique au niveau du système des Nations Unies, au niveau des États et des partenaires sociaux, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience très claire que sans agir contre le climat, il sera difficile d'atteindre les objectifs de développement durable. Mustapha, si je peux juste te questionner, comment est-ce que comment est-ce que les changements climatiques pourraient nuire à l'objectif de lutte à la pauvreté? Bon, alors, par exemple, nous, ce qui nous concerne dans l'objectif de lutte contre la pauvreté, une des composantes, un des indicateurs que l'OIT suit, c'est la protection sociale. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où 70% des personnes n'ont pas ou n'ont qu'une protection sociale inadéquate. Et le changement climatique, de par ses conséquences physiques, donc voilà, la destruction, les pertes de récoltes, l'impact sur la pêche, les secteurs de création de revenus,
va rendre beaucoup plus difficile l'atteinte de ces objectifs de protection sociale universelle. Et le fait simplement qu'il y aura des pertes de revenus dans les ménages, dans les secteurs vulnérables comme l'agriculture qui emploie 80% des personnes dans les pays en développement, va avoir une incidence directe et automatique sur la pauvreté. Merci, Mustapha, pour cette précision. Soumaya, aimerais-tu ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter, bien sûr, que le changement climatique a un impact sur tous les secteurs. Et ces secteurs, déjà, ils sont déjà dans les ODD, les objectifs de développement durable. Et si on ne suit pas les accords et on suit pas, on n'applique pas vraiment ces objectifs, c'est vraiment c'est la catastrophe. Donc, c'est bien évidemment, il y a un impact, un vrai impact sur les objectifs de développement durable. Si on prend l'exemple, par exemple, de la sécurité alimentaire, il y a déjà cet impact à cause de catastrophes naturelles, des politiques qui ne sont pas respectées au niveau mondial, au niveau national et régional. Donc, voilà, normalement. Merci. Donc, effectivement, ça pose un défi. Une autre question que j'ai des participants, c'est est-ce que tous les pays ont tous les mêmes objectifs économiques en termes de réduction des gaz à effet de serre pour pouvoir les réunir sur la même table? Ne devrions-nous pas aller vers une nouvelle stratégie d'objectif global pour que tout le monde se sente concerné? Qui aimerait répondre à cette question en premier? Je vais me faire un petit signe. Oui, Moussa. Alors, moi, je peux juste dire que si on parle de l'objectif des États, il me semble que tous les États ont les mêmes objectifs. Et c'est pour ça qu'on a eu l'accord de la Convention cadre sur le changement climatique, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris. C'est des cadres multilatéraux. Maintenant, la différence, c'est le niveau de responsabilité et le niveau d'action qui est requis. Et là, il y a une différenciation. C'est pour ça que dans le cadre de l'accord de Paris, il y a eu un cadre assez flexible avec des engagements nationaux déterminés au niveau national du pays, où chacun est venu à Paris avec son niveau d'ambition de ce que, en tant que pays, il peut faire. Et c'est le cadre approprié, donc, parce qu'il y a aussi ce principe de responsabilité commune et différenciée, qui est un des principes fondamentaux de l'accord cadre sur le changement climatique. Un autre intervenant aimerait rajouter à cette question-là? Oui, Charles-Antoine. Je suis 100% d'accord aussi. Effectivement, on a tous les mêmes objectifs conceptuels, mais effectivement, quand on va quantifier ces objectifs-là, après ça, ça reste un peu à la discrétion de l'agent, pas à la discrétion, mais au niveau des conventions qui vont avoir été signées. Mais après ça, il y a l'autre niveau aussi de qu'est-ce qui va être fait réellement, quelles sont les mesures qui vont être déployées. Alors là, il y a différents niveaux d'efforts qui vont être faits au niveau des États. Est-ce que, au terme normatif, est-ce qu'on devrait formaliser ces objectifs-là entre les nations? Je pense que de mon côté, je trouve que c'est jamais bien quand on fait preuve de rigidité de manière unilatérale partout. Donc, c'est important que les nations puissent autodéterminer le niveau d'effort qu'ils vont mettre à l'intérieur, mais c'est vraiment important aussi qu'ils se rassemblent autour de la même table et qu'ils conviennent d'un niveau d'effort, un niveau de contribution qui est acceptable et qu'ils sont capables de soutenir, même si il y a certains pays, par exemple, qui peuvent polluer énormément, mais il faut que ces personnes-là soient capables de soutenir la contribution pour garder quand même un niveau de vie qui est acceptable, qui respecte quand même des conditions élémentaires de base. Alors, ces gens-là ont droit quand même à un développement économique, mais c'est ça, c'est tout l'importance de négocier, de garder ces canaux de négociation. Et puis, tu as gardé en tête les capacités des États à s'adapter. Exactement. Donc, il y a une question de capacité, mais aussi une question de vision ou comment on veut contribuer aussi. Donc, c'est vraiment important de garder cette notion-là en tête aussi. Merci, Charles-Antoine. Soumaya? Oui, moi, par contre, je vois une différence. Pas tous les pays ont le même objectif pour une seule raison,
que tout le monde, tous les pays du monde ne sont pas touchés de même façon. Donc, ils doivent avoir tous et forcément des objectifs différents selon leur contexte, leur réalité et leur perspective. Donc, par exemple, pour les pays africains, ils sont pourtant les moins responsables des émissions de CO2, mais ils sont les plus concernés. Donc, ils doivent normaliser et suivre des objectifs qui sont différents des autres pays, qui sont les plus responsables des émissions de CO2. Donc, on garde en tête une approche équitable pour les pays. Voilà, voilà. Soumaya, j'ai une question qui est adressée à toi. Une très bonne question ici. C'est comment un pays comme la Tunisie peut-il réussir à mener une transition, une diversification rapide de son économie? Et est-il vrai de penser que l'instabilité politique et l'exode des étudiants vers l'Europe ou le Canada vont ralentir une telle transition? Le micro. Ouais. Oui, c'est une très bonne question. En fait, pour la Tunisie, si on ne change pas les politiques, ça sera vraiment difficile de réaliser une transition écologique verte et juste pour tout le monde. Donc, ça dépend des politiques que le gouvernement va suivre. C'est très difficile pour le moment à cause il y a des problèmes, des temps de problèmes. Pour les étudiants, en fait, oui, ça peut affecter les étudiants qui émigrent beaucoup au pays, à l'étranger, et c'est à cause de la qualité de formation que le gouvernement devrait changer, surtout au niveau comme je viens d'expliquer, la formation formelle et informelle au niveau des universités et aussi au niveau des industries. Donc, si on ne considère pas ce changement, ça va être vraiment difficile qu'un étudiant décide de rester en Tunisie et ne réfléchit pas d'aller à l'extérieur juste pour avoir une formation complète pour lui. Voilà. J'espère que j'ai bien compris la question et il répondra. Merci, Soumaya. J'ai une autre question ici qui concerne un exemple spécifique. Que pensez-vous du commerce équitable? Donc, on sait que c'est un marché de plusieurs millions de dollars et qui permet aussi des meilleures conditions aux travailleurs et aux travailleuses, mais les produits sont principalement destinés à une consommation qui amène une grande empreinte carbone vu le chemin parcouru de ces produits. Donc, selon vous, sous cet angle, le manque de cohérence apporte plus de conséquences négatives que de bénéfices pour le monde du travail dans plusieurs pays du Sud qui en sont les plus vulnérables à vivre les impacts des changements climatiques. Donc, quel est votre avis sur la question du commerce équitable? Ben, je suis d'accord, mais je pense que le problème, c'est juste dans la valorisation la juste valorisation des choses. Le problème, c'est que le coût du carbone n'est pas internalisé. Donc, si on donnait le juste coût social du carbone pour le transport de ces pays dont provient, par exemple, le café équitable qui s'en vient jusqu'au Canada, mais si le prix du carbone est reflété dans le prix du bien qu'on va consommer. Donc, ce prix-là, pour qu'il soit reflété, ça prend des accords internationaux qui vont reconnaître le prix du carbone. Il faut avoir un marché global ou différentes politiques nationales coordonnées. Si cette condition-là est respectée, c'est correct que le marché équitable, il n'y a aucun problème avec ça. Puis ça revient aux mêmes problématiques aussi pour le marché, pour la justification du commerce équitable est appuyée sur le fait qu'il y a des gens qui vont abuser, par exemple, des structures de chaînes de production qui vont se permettre justement de donner un salaire tellement faible aux gens qui vont aller récolter la matière première à l'autre bout. Donc, si on est capable de reconnaître la juste valeur du travail que ces gens-là ont fait à l'aide de plusieurs mécanismes, je ne trouve pas qu'il y a d'incohérence avec le marché équitable si on met ces conditions-là en place. Merci, Charles-Antoine. Soumaya, aimerais-tu intervenir sur cette question? Oui, en fait, oui, je suis d'accord avec Charles-Antoine. En fait, pour assurer une économie équitable, il faut, comme je viens de dire, répéter encore une fois, il faut respecter les politiques internationales, bien sûr,
parce qu'il y a toujours ces politiques, les accords internationaux, mais ce sont les pays qui n'appliquent pas vraiment. Et on compte toujours à la société civile de pousser toujours les pays de vraiment appliquer ces politiques. Donc, il y a des pays qui ont besoin de financement. Donc, pour assurer cet équilibre, il faut vraiment promouvoir et assurer cet financement équitable aussi pour tous les pays, surtout pour tous les pays du Sud. Merci, Soumaya. Mustapha, aurais-tu quelque chose à ajouter? Oui, juste un point pour dire que je pense que le commerce équitable, si on l'envisage dans la perspective de production de biens et services beaucoup plus sensibles aux questions environnementales et qui intègre les conditions, enfin le travail décent, les éléments du travail décent, le travail productif, les droits au travail, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un marché qui est en pleine explosion. On a récemment mesuré qu'il y avait 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires des biens et produits environnementaux. On sait qu'une grande partie de cette production se fait dans les pays en développement. C'est vrai qu'il y a une consommation dans les pays industrialisés en Amérique, en Europe et en Asie, mais je voulais aussi alerter sur le fait de ne pas se focaliser sur l'empreinte carbone en termes de coûts de transport, parce que beaucoup d'études ont montré que les coûts de production, les émissions dans le cadre de ces productions sont tellement faibles que, comparé à des types de production de mêmes produits agricoles dans les pays industrialisés, c'est une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible dans les pays en développement. Donc, il ne faut peut-être pas se focaliser sur cette question du transport, mais avoir une vue d'ensemble. Et de ce point de vue, il y a une empreinte carbone beaucoup plus faible dans beaucoup de produits faits dans les pays émergents et les pays en développement. Merci. Si je peux me permettre aussi, il faut regarder toute la structure de la chaîne de production là, pour calculer ce carbone-là. Donc, ce n'est pas seulement le transport qu'il faut prendre en considération. On fait des analyses de cycle de vie qu'on appelle, où on prend vraiment tout le processus de production de ce bien et service-là, puis on va compter tous les résidus, toutes les externalités qui sont générées par ce produit-là. Il faut prendre ça en considération. Donc, aussi l'utilisation des terres, de la machinerie. Donc, ce n'est pas seulement le transport, le fait que ça vient de loin, c'est peut-être aussi marginal, comme le dit Mustapha. Merci, Charles-Antoine. En parlant d'émissions de CO2, on a une question ici qui dit qu'il existe des usines pour retirer le CO2 de l'air. Est-ce que c'est toujours un fantasme capitaliste ou est-ce vraiment une révolution à venir? Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Quels sont l'état des connaissances à ce sujet présentement? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont... c'est très spécifique comme question. Bon, je peux donner un élément de réponse. Enfin, à ma connaissance, il y a beaucoup de technologies qui sont développées en ce moment dans la capture, je ne sais pas si ça se dit en français, mais le fait d'absorber le carbone qui est dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est prouvé qu'il y a des technologies pour absorber ce carbone excédentaire. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a des approches qui consistent à enfouir le carbone soit dans la terre, soit dans les océans, mais il y a des questions d'incertitude. Est-ce que ça permet vraiment de stocker le carbone dans les océans? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est le même problème avec les déchets nucléaires. Donc, l'enfouissement, c'est la question principale. Mais je sais que c'est vrai, il y a des technologies pour absorber ce carbone. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la grande question. On remet dans une perspective de rentabilité aussi. Il y a énormément de questions là, qui peuvent survenir avec ça, là, de rentabilité en termes d'intégration aussi de coût social, mais juste en termes de coût de fonctionnement. Est-ce que ce type de technologie-là est payante à être déployée? Qui va payer? Parce que les bénéfices sont planétaires, mais qui va payer pour ce genre de technologie-là? Comment ça fonctionne? Il y a énormément de freins avant de penser à mettre ses œufs dans le même panier. Ouais, et puis, je pourrais juste dire aussi pour clarifier que ces technologies, vraiment, c'est des solutions de dernière recours. Donc,
l'idée, c'est que les États atténuent, limitent les émissions et donc toutes ces questions, c'est vraiment des solutions qui viennent en dernière position dans la chaîne d'action. Ça fait partie de la gamme d'outils possibles peut-être un jour. En fait, c'est une approche très difficile à appliquer, surtout si tous les pays veulent appliquer les nouvelles technologies et surtout les plus en développement qui n'ont pas vraiment les moyens, ils seront vraiment en retard pour appliquer ce type de technologie. Donc, vraiment, c'est une approche très difficile à étudier. Mm. Donc, c'est ça, vaut mieux préconiser une approche préventive, si on peut toujours parler de prévention à ce stade-ci, qu'une approche de réparation rendue là. J'ai une question plus spécifiquement. Mustapha, tu l'avais mentionné plus tôt en introduction, les changements aux lois du travail que les changements climatiques peuvent apporter. Donc, la loi de la santé et sécurité au travail. As-tu des exemples précis des impacts que ça pourrait avoir sur le droit du travail, les changements climatiques et le changement du monde du travail? Oui, alors bon, peut-être un point spécifique que Somaya a abordé au départ, c'est la question du stress thermique. Si on voit cet impact, on a mesuré ce que ça aura comme incidence dans différentes parties du monde. Maintenant, la question, c'est comment le monde du travail peut se réorganiser, le travail dans les entreprises et même dans le secteur public, pour éviter ces heures de travail où, dans certaines parties du monde, il sera pratiquement impossible de travailler. Et je sais que dans certaines parties du monde, au Moyen-Orient, il y a des discussions en cours pour voir est-ce qu'il faudrait commencer le travail plus tôt dans la journée, éviter le travail en milieu de journée et travailler un peu plus tard le soir. Bon, maintenant, cela aura des conséquences sociales parce que si on demande, enfin, dans certaines sociétés, on ne peut pas voir les hommes ou les femmes rester trop tard dans le milieu du travail jusqu'à 19h, 20h. Les gens ont besoin de s'occuper de leur famille, de rentrer. Et donc, il y a beaucoup de changements qui vont devoir s'opérer dans des contextes socio-économiques différents, hein, mais il y a au moins une réflexion dans le cadre normatif, en tout cas au niveau de l'OIT, il y a une réflexion qui est entamée et pour revoir les différentes conventions et recommandations pour prendre en compte la dimension climatique. Donc, ce processus, il est déjà en cours. Merci, Mustapha. Puis merci aussi de soulever l'impact sur la conciliation travail, famille, vie personnelle aussi là, que ces nouveaux emplois pourraient avoir. Écoutez, on arrive un peu à la fin du webinaire. Ce que j'aimerais demander à nos formidables panélistes avant de conclure, de juste faire un mot de conclusion, en fait, un petit mot pour conclure la discussion. Donc, je vais commencer avec Soumaya. Alors oui, en ce qui concerne l'environnement, il y a des doutes sur l'augmentation de seuils environnementaux, la prolifération des phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique, l'incapacité de nos sociétés à faire cesser la diminution de la biodiversité, les effets à long terme sur notre santé et la prolifération de substances chimiques. Il faut anticiper les restrictions économiques. Il faut adopter des stratégies d'adaptation pour sauvegarder certains secteurs clés, notamment à travers la formation, et se préoccuper des populations les plus vulnérables via la mise en place des systèmes de protection, mutualiser le risque climatique. Donc, à part le changement climatique, il y a aussi la pandémie de COVID-19 qui bouleverse notre monde maintenant. Mais voilà, il faut considérer, appliquer toutes les politiques qu'on a. Il faut encourager la société civile surtout à avancer, à aider le gouvernement pour suivre la transition écologique et verte dans nos sociétés. Merci, Soumaya. Charles-Antoine, un mot de la fin? Bien, j'aimerais remercier Logique de m'avoir invité à ce panel de discussion. C'était vraiment très intéressant. Les gens aussi de l'Observatoire Oxfam Québec, l'Observatoire Jeunesse dont je fais partie, qui m'ont aidé aussi à préparer certains éléments de la présentation, notamment le fait d'ouvrir
nos esprits par rapport à la définition du travail, justement, on en a parlé quelques fois pendant la présentation, mais le travail ne s'arrête pas qu'à sa forme rémunératrice et la forme des heures où on va vraiment travailler, il y a tout un aspect social autour de ça. Puis, les changements climatiques vont avoir un impact sur toute cette sphère-là aussi, d'un point de vue de l'adaptation, comme j'ai dit, donc les impacts que l'on subit à cause du climat. Et au Québec, les questions de stress thermique vont survenir aussi, mais il y a aussi toutes les questions par rapport aux désastres naturels comme les inondations. Le pollen aussi, que je n'ai pas parlé, mais le pollen a quand même un impact. L'herbe à poux fait en sorte de réduire la productivité de la force de travail, puis ça a des coûts économiques qui sont importants. Alors, tous ces facteurs-là, tous ces problèmes-là qu'on commence à cartographier, justement, c'est important de continuer le développement de la cartographie de l'aléa climatique aussi, mais aussi la compréhension du phénomène humain, tant au niveau de l'impact, mais aussi au niveau de la société, comment on y répond en tant qu'effet mitigateur. Merci, Charles-Antoine. Mustapha? Pour moi, je voulais dire d'abord merci à Logi de m'avoir associé à cet événement. C'était très intéressant. Et je pense que du point de vue du monde du travail, le mot de conclusion, c'est qu'il y a une prise de conscience assez avancée maintenant de la nature et de l'ampleur des impacts que le changement climatique peut avoir sur le monde du travail. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées à l'OIT et ailleurs. Et deuxièmement, il est important d'avoir des cadres de réponse cohérents qui prennent en compte non seulement la dimension climat, mais aussi l'aspect social et les politiques sur l'emploi. Et c'est pour ça qu'en 2015, au niveau de l'OIT, les mandants tripartites ont adopté des principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés durables pour tout le monde. Et je dirais que ces principes sont importants parce qu'ils prennent en compte les questions de politique de l'emploi, la question des compétences, la protection sociale, la santé et la sécurité au travail. Et il est important que les États, avec les partenaires sociaux, mettent en œuvre ces principes directeurs. Ça permettra de relever le niveau d'ambition en la rendant possible, mais tout en prenant en compte les dimensions sociales et s'assurer que c'est une transition juste pour tous. Merci, Mustapha. Merci à tout le monde. Je vais maintenant passer la parole à Caroline. Merci Myriam. Donc un grand merci donc à toi Myriam, à nos panélistes Soumaya, Mustapha et Charles-Antoine. Merci au collectif de la société civile québécoise à la COP26 de co-organiser ce webinaire avec Logique. Merci également à l'équipe des communications de Logique, à Catherine et Denis de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale pour tous les éléments visuels, la technique Zoom, Facebook et le site web. Si vous avez des questions, des commentaires concernant ce webinaire ou Logique, n'hésitez pas à écrire à info@logique.org. Le webinaire d'aujourd'hui sera disponible sur la page pour réécoute de Facebook Logique en tout temps. Merci à vous, spectateurs, d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, pour le prochain, le 15 décembre, sur le thème des peuples autochtones face aux défis des changements climatiques. Une dernière chose avant de conclure, pour ceux qui sont sur Zoom, nous vous invitons à remplir le court sondage de satisfaction qui va apparaître à vos écrans. Et pour ceux qui sont sur Facebook, on va rajouter le lien dans le fil de la conversation. Voilà, encore un grand merci à tous.